Et donc, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau rendez-vous de l'Écuge, Juifs et trois petits points, dans lequel chaque dimanche soir, l'humoriste Virginie Gage recevra un invité et l'interrogera, entre autres, sur le rapport entre sa profession, souvent vue comme une vocation, et sa judaïté. Y a-t-il un rapport entre la judaïté et l'appartenance à certaines professions? Y a-t-il, selon la rumeur, plus de médecins, plus d'avocats ou d'autres professions chez les juifs que dans les autres composantes de la population? Ou bien y a-t-il tout simplement une manière différente d'être médecin ou avocat quand on est en même temps juif? Le fait que Maïmonide était médecin ou que l'une des phrases emblématiques du Talmud soit la justice, tu poursuivras, a-t-il une influence sur le choix de la profession ou sur la manière de l'exercer? N'attendez pas de moi d'y répondre, évidemment, je ne suis ni médecin ni avocat, ni complotiste d'ailleurs. Trois bonnes raisons pour s'adresser directement à notre invité. Et je vais demander donc à Virginie Gage de prendre le relais. Merci Gad. Tout d'abord, merci de me suivre dans mes folies et dans mes idées depuis 2015, depuis donc maintenant 5 ans. Alain Jakubowicz, bonsoir. Et merci d'inaugurer ce cycle de conférences. Vous avez d'autant plus de mérite, Gad le disait, que vous ne savez pas du tout à quoi va ressembler cette soirée. Et ça tombe bien, parce que moi non plus, je n'ai absolument aucune idée de ce qui va ressortir de notre échange. Et en bonne ancienne journaliste de mauvaise foi que je suis, si cette soirée est un succès, ce sera grâce à moi. Si on s'ennuie, j'aurais vite fait de conclure que c'est votre faute. Je plaisante, évidemment. D'abord parce que je suis impressionnée et je fais souvent des blagues quand je suis impressionnée parce que oui, vous êtes impressionnant. Et donc, pour tenter de calmer un peu mon angoisse de vous interviewer, j'ai décidé de plonger dans votre fiche Wikipédia. Alors oui, je sais, c'est pas très fiable, mais c'est rassurant. On y apprend des tas de choses passionnantes, notamment que vous avez été moniteur de colonie de vacances de Cyril Hanouna. Alors, j'étais en train de me demander si c'était du pénal, du civil. Je me suis rendu compte que de toutes les façons, c'était prescrit. Plus sérieusement, Alain Jakubowicz, dans votre livre « Soit je gagne, soit j'apprends », vous expliquez qu'un avocat défend un homme, pas les faits qu'on lui reproche. Et je vous avoue que cet argument n'a eu aucun effet sur ma mère, qui vous a largement préféré dans la défense des institutions juives dans le procès Barbie que dans la défense de Nordal-Lelandais, mais on y reviendra. Je vais vous faire un aveu, j'aime les avocats profondément, je les admire. J'avais le choix entre devenir avocate ou épouser un avocat. J'ai choisi la deuxième option en pensant que c'était plus simple, ce qui vous prouve ma naïveté, voire ma bêtise. Je les défends face à ceux qui ont exclu de leur vocabulaire les mots présomption d'innocence, irresponsabilité. Je les défends face à ceux qui pensent que le tribunal médiatique est apte à rendre la justice. Et je les défends surtout face à ceux qui n'ont pas compris que vous ne faisiez que tenir le miroir où se reflétait le visage de ceux qui sont dans le box des accusés sans pour autant être responsables de l'horreur du reflet qu'ils nous renvoient parfois. Alors, quand vous plaidez pour les parties civiles au procès Touvi, Barbie ou Papon, on ne peut exclure vos origines. Je me suis donc demandé où elles étaient passées quand vous plaidiez pour d'autres causes. Et plus généralement, moi, j'avais envie de savoir comment le fait d'être juif nourrissait au quotidien la vocation d'avocat et inversement ou pas. Bref, je me suis demandé si les avocats vivaient la coexistence de cette vocation et de leur judaïté dans une sorte de conflit intérieur. Et pour répondre à cette question, franchement, il n'y avait que vous. C'est pour ça que je suis très heureuse de vous recevoir. Et avant qu'on commence, on ne peut pas faire l'impasse sur l'espèce de feuilleton judiciaire qui a occupé toute l'actualité de cette semaine. Avec deux prénoms, Jonathan et Alexia, comme s'ils faisaient finalement partie de notre famille. Je parle évidemment du procès de Jonathan Laval qui a été condamné à 25 ans de réclusion pour le meurtre de sa compagne il y a 3 ans. Et pendant le délibéré, en dehors de l'enceinte judiciaire, le parquet s'est exprimé devant la presse. Comment l'avocat que vous êtes, qui a prêté serment il y a tout juste 44 ans, regarde ça comme une anomalie grave ou comme le énième symptôme d'une lente dérive de la justice? Ce n'est pas la chose qui m'a le plus choqué, évidemment, dans le reflet médiatique de ce procès. Effectivement, un certain nombre de mes confrères, notamment sur les réseaux sociaux, se sont émus que l'avocat général qui avait requis contre Jonathan Laval a pris la parole après les plaidoiries de la défense, mais il l'a fait, à ma connaissance, hors les murs du palais de justice, parce que dans ce type de procès, comme vous le savez, il y a deux procès, il y a celui à l'intérieur et celui à l'extérieur. Et l'avocat général a estimé devoir justifier ces réquisitions, ce qui est tout à fait
inhabituel et ça a heurté un certain nombre de mes confrères à juste titre. Mais encore une fois, ce n'est pas la chose la plus choquante, étant précisé d'ailleurs que lorsqu'il a pris la parole, la Cour et les jurés ne l'ont pas entendu puisqu'ils étaient en train de délibérer. Donc, encore une fois, c'est vrai qu'on était dans un procès hors norme qui n'est pas normal et moi, je n'aime pas les procès hors normes. Je pense que la justice doit être rendue de la même façon à l'égard de tous les accusés, tous les criminels, que toutes les parties civiles et toutes les victimes valent la même chose et ce n'est pas celle dont on parle le plus sur les chaînes de télévision qui sont les plus malheureuses. Très souvent, d'ailleurs, les victimes se sentent bien seules et je n'aime pas la justice d'exception. Voilà. Et je crois qu'elle est contraire à l'idée même de l'état de droit. Mais juste pour revenir à cette histoire, ce n'est pas la première fois qu'on assiste quand même à une sorte de cirque un peu médiatique. Je pense à l'affaire Jacqueline Sauvage notamment. Quel regard vous portez sur des affaires? Ça n'existait pas au temps où vous avez débuté. Le cirque médiatique, comme vous dites, est une chose. En fait, on a changé de paradigme avec l'arrivée des chaînes de télévision en continu, et notamment une chaîne qui, pendant le procès, a diffusé une série sur l'affaire elle-même, ce qui est profondément choquant parce que les jurés eux-mêmes ont la possibilité finalement de voir à la télévision ce que normalement ils ne doivent voir que dans l'enceinte judiciaire. C'est extrêmement choquant. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une sorte de bras de fer qui s'est noué entre l'institution judiciaire et les chaînes de télévision et que l'institution judiciaire, malheureusement, ne fait pas le poids face à la puissance économique parce qu'il s'agit d'argent. Le véritable problème, c'est que la justice des hommes, est devenue un produit marketing qui sert à vendre de la publicité sur des chaînes de télévision. Et cela, je le combats. Comme vous le savez sans doute, j'ai écrit un livre sur le sujet et la dernière partie de ce livre est consacrée à cela. Je ne trouve plus ma justice. Je crois que nous avons tous à y perdre, que l'institution judiciaire est un pilier essentiel de l'état de droit et qu'actuellement, nous sommes en grande difficulté face au pouvoir de ces chaînes de télévision qui dénaturent la justice et qui finalement, on arrive à la solution où en fait les gens prennent connaissance des dossiers par les chaînes de télévision et ça influe sur les jurés bien évidemment et cela pour moi est absolument inacceptable. Ceci étant, j'ai vu le déroulement du procès, j'ai vu le verdict, j'ai vu la sérénité à l'intérieur de la cour d'assises et finalement ça doit nous rasséréner et nous réconcilier avec l'institution judiciaire qui, elle, n'est pas en cause, encore une fois. Ce n'est pas l'institution qui est malade. Il fut un temps, Alain Jakubowicz, où les journalistes vous aidaient aussi à médiatiser des causes. Mais évidemment, mais vous savez, vous avez parlé d'un certain nombre de procès dans lesquels j'ai été, notamment les grands procès Barbie, Touvier, Papon. Heureusement qu'il y avait la presse, et pas seulement dans ces procès-là, mais nous avons affaire à des journalistes qui sont des chroniqueurs judiciaires qui rendent compte de ce qui se passe à l'intérieur de la salle d'audience. Tous ces témoignages extraordinaires qui font l'histoire aujourd'hui, et pas seulement l'histoire judiciaire, l'histoire avec un grand H que nous avons vécu au cours de ces procès de crimes contre l'humanité, ou dernièrement dans les crimes sur le terrorisme, sur ces attentats terroristes, le travail des journalistes est essentiel. Tous les Français, tous les justiciables ne veulent pas rentrer dans l'enceinte de justice. Et grâce à la presse, effectivement, on sait ce qui se passe. Ça, c'est le travail des journalistes. Faire le procès avant, faire venir les témoins avant qu'ils témoignent devant la cour d'assises, chauffer l'opinion publique dans un sens qui est une violation constante de la présomption d'innocence. Ça, non, ce n'est pas du journalisme. Voilà la grande différence qu'il y a. Il est tout à fait naturel que les gens qui sont dans les dossiers, que ce soit les parties civiles, que ce soit les avocats, s'expriment, mais ils s'expriment comme ils doivent le faire dans le cadre du respect de la présomption d'innocence et évidemment du secret de l'instruction. Alors, votre père voulait devenir avocat et il n'a pas pu, et il paraît que c'est ce qui a motivé votre vocation. Oh, ça, vous savez, ça fait partie de la légende familiale. Effectivement, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Moi, je me souviens avoir vu mon père assister bouche bée à des grands procès, les suivre à la radio lorsque j'étais enfant, écouter Frédéric Potcher, qui était, je dirais, le pape, entre guillemets, des chroniqueurs judiciaires, passionné par la justice, passionné par l'oralité. Mon père s'exprimait, il avait une voix très grave, il eût été, je crois, un merveilleux avocat. La guerre l'en a empêché. Voilà, le reste, bon,
il me plaît de croire à cette idée et à cette légende. Et effectivement, moi, je l'ai reprise très jeune, puisque si je ne sais pas si la légende est exacte, ce qui est vrai, parce que ma mère l'a retrouvée, c'est une rédaction que j'ai rédigée lorsque j'étais à l'école communale, comme on disait à l'époque, au CE2. Et à l'époque, on demandait, les instituteurs avaient moins d'imagination qu'aujourd'hui. Que veux-tu faire quand tu seras plus grand? Et moi, je ne voulais pas être pompier, je ne voulais pas être président de la République, je ne voulais pas être policier, je voulais être avocat. Voilà. Ça, dans cette légende familiale, il y a aussi vos parents viennent de loin, vos grands-parents, enfin vos parents viennent de loin, et c'est vrai que la France, ils l'ont aussi choisi parce que c'était ce pays qui avait pris la défense du capitaine Dreyfus, du moins dans une partie. C'est aussi la légende familiale, ça? Ah non, 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 ça c'est pas la légende, ça c'est l'histoire, et pas seulement l'histoire de ma famille, mais de l'histoire de combien de familles. Et ça, vous ne pouvez pas savoir combien je le porte en moi, combien je suis heureux et fier d'être français, combien je défends les institutions de la République. J'appartiens à cette génération d'enfants d'immigrés. Je suis un enfant d'immigrés, je suis un enfant de réfugiés, d'où mes combats d'aujourd'hui d'ailleurs. Lorsque, comme vous le savez peut-être, j'ai été élu, j'ai été adjoint au maire de Lyon, et lorsqu'on m'a proposé cela, qu'est-ce qui m'est venu dans la tête? La vision de mon grand-père qui arrivait en 1933, fuyant l'Allemagne, 1933, l'année où Hitler prend le pouvoir. Et je le vois, je n'y étais pas évidemment, mais je le vois arriver avec ma grand-mère, avec ses 3 fils, mon père qui était le fils aîné, avec ses valises, avec les ficelles autour de la valise, comme tous les réfugiés, et qui arrivait dans un pays étranger dont il ne parlait pas la langue, dans une ville qu'il ne connaissait pas, et qui est devenu profondément français. Vous savez, j'ai l'habitude de rappeler que mon grand-père, qui parlait yiddish, qui lisait la presse yiddish, qui a gardé cet accent si merveilleux, eh bien, le 14 juillet, le 11 novembre, toutes les fêtes nationales, il y avait un drapeau tricolore à sa fenêtre. Et ses voisins s'en souviennent. Et ça, c'est mon éducation, c'est mon histoire, à la fois cette éducation juive et cet amour de la France qui, malheureusement, aujourd'hui, les couches d'après de... Donc voilà, c'est l'histoire de notre République. Est-ce que vous avez fait un lien déjà entre votre identité juive et votre vocation d'avocat? Moi, je ne l'ai pas faite, mais je veux dire, mais oui, bien sûr. Vous savez, je raconte, mon livre commence par mon enfance et la première fois que j'ai senti la différence, mon nom. J'étais à l'école à une époque où l'école de la République, elle était blanche, chrétienne. Il y avait un noir dans mon école. J'étais le seul à porter un nom exotique. Et c'est là que j'ai appris la différence. Lorsque le directeur de l'école a été incapable de prononcer mon nom, et je sentais mon nom tellement différent des autres. Et c'est ce sentiment, cette sensation, cette réalité aussi d'appartenir à une minorité. Mes copains à l'époque, ils faisaient des retraites. À l'époque, quand on était catholique, on faisait une retraite. Ils faisaient leur communion. Moi, je ne faisais pas de retraite. Je n'ai pas fait ma communion. J'ai fait ma bar mitzvah plus tard. Et puis, le jour de Kippour, à cette époque, les parents, ils ne disaient pas que c'était Kippour. On écrivait une absence pour raison religieuse ou raison, non, pas religieuse, familiale. Voilà. Ça, le reste est venu bien plus tard. Donc, cette sensation, cette réalité d'être entre guillemets, mais entre guillemets seulement différent, d'appartenir à une minorité, eh bien, ça m'a fait, chemin faisant, dans l'apprentissage qui était le mien, notamment dans les colonies de vacances dont vous parliez, où j'ai tout appris, notamment à m'exprimer en public, j'ai tout appris, comme beaucoup d'enfants, dans cette vie en collectivité avec d'autres enfants comme moi. Eh bien, j'ai appris effectivement surtout à m'intéresser aux autres. Comment je suis devenu président de la LICRA? Parce que je sais très bien que le fait d'être juif, c'est aussi le fait d'être noir, c'est aussi le fait d'être handicapé, c'est aussi le fait d'être musulman lorsqu'ils sont victimes d'actes anti-musulmans. Et je fais la différence avec l'islamophobie, on y viendra peut-être tout à l'heure. Voilà, c'est cet intérêt, cette empathie pour les autres dès lors qu'ils appartiennent à une minorité, et parce qu'ils appartiennent à une minorité, ils sont l'objet de discrimination ou de différence. C'est d'une certaine façon le sens de ma vie, et oui, c'est aussi mon engagement d'avocat, l'image d'Épinal, de défenseur de la veuve et de l'orphelin. Alors on sait que la réalité quotidienne n'est pas exactement celle-là, ou en tout cas pas tout le temps, mais oui, bien sûr, il y a une force présence de ce que je suis dans ce que je fais, et je crois que c'est vrai pour tout le monde.
Alors, cette dimension, j'imagine qu'elle est plus forte quand vous plaidez pour les parties civiles dans les procès pour l'histoire. On en a parlé, les procès Papon, Touvier, Barbie. Elle est évidemment plus présente que quand c'est une histoire de sextape avec Benzema. Non, non. En apparence, oui. En apparence, ça, c'est l'écume. Mais dans le fond, non. Dans le fond, non. Il y a toujours cette volonté de défendre, d'être toujours à côté de celui qu'on accuse ou de celui qui est victime d'ailleurs. Parce que moi, je ne choisis pas à cet égard. Comme je l'ai écrit dans mon livre, je considère qu'un avocat n'est pleinement avocat que quand il est des deux côtés. Et je vais vous dire mieux, même lorsque mon cabinet est un cabinet de droit des affaires, même lorsque je plaide devant un tribunal de commerce ou lorsque je plaide dans un arbitrage, eh bien, ce fond de ce que je suis, mon atavisme, mon être juif peut-être, est toujours présent. Toujours. Ce n'est pas le thème qui est évoqué qui fait cette appartenance ou ce que l'on est. C'est ce que l'on fait. C'est ce sur quoi on s'engage. C'est effectivement toute l'histoire, ce que je suis, ce que j'ai appris. Je n'ai pas été pendant très longtemps au Talmud Torah, mais suffisamment longtemps pour apprendre plein de choses et plein de choses merveilleuses qui encore aujourd'hui me marquent. Encore aujourd'hui me marquent. Et il m'arrive plus souvent qu'à son tour d'y penser, de ce que m'a appris mon maître à l'époque, alors que j'étais un gamin, et qui a donné du sens à ce que je fais aujourd'hui. Alors, on va passer à une question un petit peu... c'est ce que j'appelle les questions de ma mère, quoi, mais c'est des questions que finalement tout le monde se pose. Parlez beaucoup de votre mère. Oui, bien sûr. Est-ce que vous auriez pu défendre Abdelkader Mera, un des geôliers d'Ilan Halimi, les complices présumés d'Amedi Koulibaly, et surtout, en deuxième question, est-ce que quand on choisit un client, on se pose la question de la cohérence? Cohérence par rapport aux anciennes affaires. Alors, je vais d'abord répondre, poser un principe. C'est qu'un avocat ne choisit pas ses clients, mais c'est les clients qui choisissent l'avocat. Hein, oui, mais vous avez la liberté de dire non. Vous avez la liberté d'accepter ou pas. Je vais vous dire une chose. Je ne pense pas que Mera, le frère Mera, m'aurait demandé de le défendre. Et l'aurait-il fait? Bien évidemment, j'aurais dit non. Vous savez, il m'est arrivé parfois, dans les engagements qui sont les miens, d'être victime de tentatives d'instrumentalisation. Effectivement, on choisit un avocat en se disant que parce qu'il a défendu telle autre cause, bien sûr qu'on s'efforce de ne pas tomber dans ce panneau. Évidemment, non. On m'a souvent demandé, on m'a dit, est-ce que vous auriez défendu Barbie? Ben non, je n'aurais pas défendu Barbie, et Barbie ne me l'aurait pas demandé. Donc, bien sûr que l'on tient compte de tout cela, mais il est vrai aussi que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, que comme vous le rappeliez, ça fait 44 ans que j'exerce ce bel état, puisque pour moi, être avocat, c'est un état, ce n'est pas seulement un métier. Et c'est vrai que le curseur se déplace aussi au fur et à mesure que l'âge avance et que l'expérience est plus grande. Je vais revenir quand même sur ce choix des clients. Vous dites que c'est eux qui vous choisissent, je l'entends bien. Mais qu'est-ce que vous avez envie de répondre à celles et ceux qui, peut-être bêtement, naïvement, ne comprennent pas qu'on puisse plaider contre Barbie, jugé pour la rafle de 44 enfants juifs et 7 encadrants de la colonie d'Isieux, et défendre aujourd'hui quelqu'un qui est accusé, il est présumé innocent, mais il est quand même accusé d'avoir tué une petite fille. Je comprends qu'on s'interroge. Voilà, je le comprends et j'essaye d'y répondre posément, calmement. C'est ce que je fais dans mon livre, hein. Soit je gagne, soit j'apprends. Je suis avocat. Je suis avocat. C'est ma seule réponse. C'est que ces gens qui posent cette question, à juste titre, c'est les mêmes qui vous disent, mais est-ce que vous pouvez défendre quelqu'un alors que vous savez qu'il est coupable? Bien oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est mon approche aussi juive de l'humanité. Vous savez, on m'a beaucoup reproché dans cette affaire-là de dire que aucun criminel n'est un monstre. On m'a dit, oui, mais Barbie, c'était pas un monstre et Adolf Hitler, c'était pas un monstre. Non, non, ce n'étaient pas des monstres, c'était des humains. Et c'est bien ça, c'est là que l'apprentissage de mon maître au Talmud Torah m'apprend plein de choses. Et je dis ça, mais c'est évidemment l'apprentissage de ma famille, de ma vie. C'est de voir ce qu'il y a d'humain en l'homme, même lorsqu'il commet l'irréparable, même lorsqu'il franchit un cap qui est absolument intolérable. Alors, après, effectivement, on a le droit de défendre ou de ne pas défendre. Mais je crois, et c'est l'objet de notre rencontre ce soir, juif et avocat, ou avocat et juif, oui, c'est d'abord l'humanité. C'est d'abord l'homme qui est au centre de tout. Et
je ne suis pas un grand féru du Talmud qui a été cité, mais je suis sûr que je pourrais trouver et que les gens qui nous écoutent pourraient trouver la réponse à cette question dans le Talmud. J'en suis absolument convaincu. Pour préparer cette interview, j'ai regardé toutes les interviews que vous avez faites très récemment. Tous les journalistes vous posent la même question. Est-ce que vous croyez à l'innocence de Nordal Lelandais, excusez-moi, et vous leur répondez la même chose, cela ne vous regarde pas. Cette question, est-ce qu'elle regarde vos proches? Est-ce que ce sont des discussions qu'on a, surtout que vos filles sont vos consoeurs, puisque certaines sont avocates? Est-ce que ce sont des discussions qu'on a, et aussi entre soi et soi-même? Et juste par rapport à cette affaire dont on va encore entendre parler, est-ce qu'à un moment donné, Maître Jakubowicz, vous vous êtes pas dit, mais qu'est-ce que j'ai été faire dans cette galère? Non, je suis un grand garçon et je prends mes responsabilités. Il est vrai que lorsque je suis rentré dans ce dossier, il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est tout ce que je vous répondrai aujourd'hui. Il n'était pas et effectivement, je l'ai écrit, donc je peux le dire. C'est vrai que à cette époque-là, où tout dans le dossier montrait que, enfin, c'était pas du tout l'évidence que c'est aujourd'hui. Oui, c'est vrai que j'ai rêvé de façon très présomptueuse, sans doute. Mais l'ego d'un avocat, vous savez, on peut en faire une émission tout entière. C'est vrai que alors que tout le monde était contre lui, je me disais, si moi j'allais montrer qu'il était en réalité innocent. Pas moi, le dossier. Bon. Le sort, on a décidé autrement, les preuves, on a décidé autrement. Il y a un moment où j'ai dit point, point. Voilà. Et la vraie question n'était pas de savoir si j'allais continuer à le défendre. La vraie question, c'était de savoir est-ce qu'il allait reconnaître ce qu'il ne pouvait plus ne plus reconnaître. Et là, j'ai fait mon travail d'auxiliaire de justice, d'avocat, de l'accompagner dans cette démarche humaine. À partir de là, évidemment, la défense n'est plus la même. Voilà, c'est tout. La question n'est pas aujourd'hui de savoir s'il est coupable ou s'il est innocent. La véritable question, c'est de rendre à ce procès l'humanité qui doit être la sienne, à son égard, et puis bien sûr à l'égard des victimes. Parce que c'est absolument essentiel, le comportement qui sera le mien. Je sais que je serai aussi, moi, d'une certaine façon, jugé là-dessus. C'est effectivement la défense qui sera la mienne le moment venu, mais je crois que c'est tout à fait prématuré d'en parler, et puis de toute façon, je ne souhaite pas en parler. Plusieurs avocats expliquent avec leurs mots, alors je vais un peu les paraphraser, que quand on est un avocat pénaliste, c'est comme quand on est médecin, on est plus intéressé par des opérations à cœur ouvert que de soigner des rhumes. Est-ce que il y a chez vous, chez le pénaliste que vous êtes, une volonté aussi de s'approcher de grands procès, de gros dossiers? Oui, bien sûr, mais vous parliez d'ego tout à l'heure. Vous savez, vous faites le parallèle qu'on fait souvent entre la médecine et entre les médecins et les avocats. Oui, bien sûr, heureusement qu'il y a des gens qui savent faire des opérations à cœur ouvert, mais heureusement qu'il y a des médecins qui savent soigner les rhumes, hein, parce que heureusement, il y a plus de rhumes. Surtout en ce moment. Voilà, donc non, je crois que, vous savez, le prisme est complètement déformé, notamment sur le pénal, mais encore, moi, je ne me qualifie pas d'avocat pénaliste. Les autres me qualifient d'avocat pénaliste, mais moi, encore une fois, j'interviens dans plein de domaines. Je fais beaucoup de droit de la presse, je fais du droit des affaires, bon, des arbitrages. Donc, mais je veux dire que c'est très injuste à l'égard d'ailleurs de la profession et de ces milliers, dizaines de milliers d'avocats qui font autre chose ou qui font du pénal de façon totalement anonyme et qui sont indispensables. Vous savez, c'est comme dans la médecine. Imaginons qu'on n'ait que des spécialistes, qu'on n'ait pas de médecins de ville et qu'on n'ait pas de généralistes. C'est inimaginable. Et on parle des grands procès. C'est quoi un grand procès? Vous savez, le drame que vit une victime quand elle a été cambriolée, une femme qui a été violée, dont personne ne parle, des enfants qui ont été battus. Bon, le dossier le plus important, c'est celui-là. C'est pas Daval, c'est pas le Landais. Et ça, j'ai véritablement ça ancré en moi, vraiment. Je peux vous dire que j'ai la même débauche d'énergie et de volonté d'assistance à l'égard de la personne anonyme et je l'accompagnerai de la même façon que dans le dossier le plus médiatique. Voilà, mais ça c'est moins, c'est tout. La vision de l'opinion publique et des gens, malheureusement, est totalement trompée par cette hyper-médiatisation. Juste pour en revenir au procès sur l'histoire, les procès que j'appelle donc historiques, hein, Papon, Bardi, il y a quand même chez vous
dans ces moments-là une solennité particulière? Je ne dis pas que la femme qui s'est fait violer, c'est moins important, mais est-ce que là, on a l'impression déjà d'écrire l'histoire? On pense à ses grands-parents, j'imagine, on pense à tout ça. Ce sont des procès qui sont souvent le produit d'un très très long combat militant. Oui, bien sûr. Bien sûr, je me suis toujours défini comme un avocat militant et pas comme un militant avocat. C'est-à-dire que la robe a toujours été pour moi le moteur le plus important. Le plus important. Et vous savez, bon, il se trouve que je suis un des rares avocats des parties civiles à avoir fait les 3 procès, Barbie, Touvier, Papon. Le procès Barbie, qui est sans doute le plus important, c'était le premier, mais j'étais vraiment un très jeune avocat à ce moment-là. Donc évidemment, je ne l'ai pas vécu de la même façon que le dernier, le procès Papon, où j'étais un avocat plus mature, plus expérimenté. Mais quand vous êtes dedans, vous n'avez pas du tout le sentiment. Vous savez, là, on a célébré le 30e anniversaire du procès Barbie, etc. J'ai été invité, j'ai fait des conférences, etc. Mais je me replonge 30 ans en arrière, je me dis, jamais j'aurais imaginé ça, quoi. Jamais j'aurais imaginé ça. J'étais là et j'étais là comme avocat. Alors bien sûr que ça m'a remué les tripes. Bien sûr que quand on parle des 44 enfants d'Isieux, enfin, comment je ne peux pas penser à ma famille, bien sûr, et c'était le cas de beaucoup d'avocats, à la fois d'avocats juifs et d'avocats résistants, pour qui ça a été un électrochoc terrible, comme ça a été un électrochoc dans la société française d'ailleurs. Voilà, mais je ne suis pas arrivé en me disant, voilà, je suis juif, je suis d'accord. Non, et pourtant, j'étais dans ce procès avocat du consistoire israélite de France. Donc, je représentais, on va dire entre guillemets, la partie juive. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, avec l'accord de l'ensemble de mes confrères, j'ai plaidé en dernier dans les avocats des parties civiles avec Roland Dumas, qui, lui, représentait, on va dire, la résistance. Donc, bien sûr, la sensation d'une immense responsabilité, bien sûr, face à l'histoire, d'un immense honneur. Et il me plaît de souligner, parce que j'en parle dans mon livre, qu'à Barbie, lorsque j'ai plaidé le dernier jour, ma grand-mère était dans la salle. Voilà. Et bien sûr qu'il y avait là, je fais le lien avec c'est arrivé en 1933. Bien sûr, j'imagine ce que ça a été pour elle de voir son petit-fils des années plus tard représenter l'institution, le consistoire, la communauté juive de France dans ce procès. La boucle était bouclée. Voilà, bien sûr que c'est quelque chose d'important. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez été adjoint au maire de Lyon, délégué aux droits de l'homme, de 89 à 95 avec Michel Noir. Vous vous êtes senti aussi utile que dans une salle d'audience? Ah oui, bien sûr. D'abord, un avocat a besoin de se ressourcer. Vous savez, les avocats de ma génération, lorsqu'ils ont été dans leur cabinet pendant 44 ans, ils n'en peuvent plus. Moi, ma chance, j'ai été élu, j'ai été président d'association, j'ai poursuivi ce combat humain, humanitaire, humaniste, au-delà du palais de justice. Vous savez, lorsque j'étais adjoint au maire de Lyon, j'ai concouru à la construction de la mosquée de Lyon. J'en suis d'une certaine façon un peu le père avec Michel Noir. J'ai concouru et j'ai été en charge de la création du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. C'est extraordinaire d'être d'une certaine façon le père d'un musée. J'ai créé une commission extra-municipale où j'ai mis en application ce que je vous dis. Je me suis intéressé aux gens qui mouraient seuls, ce qu'on a appelé à Lyon les morts sans toit, aux gens de la rue, au handicap, tout ce qui est cette complémentarité de l'âme humaine, cet engagement pour les gens qui sont différents et pour qui la vie est plus difficile parce qu'ils sont différents. Donc oui, bien sûr, je me suis senti profondément utile, ça a été une expérience merveilleuse, mais j'y ai volontairement mis un terme parce que je suis avocat et que je ne voulais pas devenir un homme politique. Un avocat militant, vous le disiez tout à l'heure, avec un engagement militant qu'on ne présente plus, notamment au sein du CRIF, de la LICRA. Est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment? Est-ce que aujourd'hui, au regard des atermoiements parfois de certaines associations antiracistes, vous ne vous dites pas qu'on s'est peut-être un peu collectivement, pas vous seul, mais leurré, qu'il y a des gens qu'on aurait dû aider avant? Est-ce que vous avez des regrets parfois? Des regrets, je ne sais pas si c'est le terme, mais oui, bien sûr, il y a des combats. Moi, je pense qu'on a mené un combat admirable et que je pense, et je sais que tous mes amis n'en sont pas d'accord, mais je pense qu'on a gagné intellectuellement le combat contre le négationnisme. Aujourd'hui, on a disqualifié les négationnistes grâce au procès Barbie, grâce au travail qui a été fait, grâce au travail que nous avons fait.
au procès que nous avons mené. Aujourd'hui, il n'y a que les détraqués aujourd'hui qui osent encore prétendre que les chambres à gaz n'ont pas existé. Donc ça, c'est un combat, je crois que collectivement, nous avons gagné. En revanche, qui n'est pas terminé, bien sûr, et qu'il faudra remettre le travail sur l'établi en permanence. Mais oui, bien sûr, lorsque je vois aujourd'hui des associations communautaristes antisémites se parlent du qualificatif d'antiraciste, vraiment, je suis écorché, c'est une violence terrible. Et je considère qu'avec d'autres, j'emporte peut-être une certaine forme de responsabilité. On n'a pas vu le coup venir d'une certaine façon. On a continué à travailler comme on le faisait. J'ai présidé, comme vous le savez, cette vieille dame admirable, merveilleuse qu'est la LICRA, qui aura bientôt un siècle. Eh bien, je pense qu'effectivement, il y a un tournant qu'on a mal pris, celui des nouvelles technologies, celui des réseaux Internet, celui de cette haine où maintenant on est évidemment très présent, mais on a pris un retard tel que nous avons du mal à le combler. Bien sûr, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, on n'est pas militant en se disant tous les matins « ouais, super, on a gagné ». Non, bien sûr, c'est énormément de déception, c'est beaucoup de douleur, c'est beaucoup de temps, c'est parfois le sentiment d'être inutile, parfois le sentiment de lassitude, on en a marre, et puis la flamme revient, et puis voilà, des années après, on est toujours là et on ne baisse pas les bras. Avant de passer la parole aux questions, qui je l'espère seront nombreuses, j'avais un petit questionnaire à vous soumettre. D'abord, je voulais vous dire qu'à l'occasion, effectivement, vous le disiez, des 30 ans du procès Barbie, a été diffusé un documentaire avec des archives et également donc, tout ce qui a été filmé dans cette salle d'audience, diffusé sur France 5 récemment. Et on a pu voir qu'au moment où Jacques Vergès, qui défendait Barbie, devait plaider, le carillon a sonné et pendant 4 minutes, il n'a pas pu prendre la parole. La fille profondément croyante que je suis me dit Dieu existe. Est-ce que vous croyez en la justice divine, Alain Jakubowicz? Écoutez, vous savez, moi j'ai une devise qui est celle de Woody Allen, qui est Dieu n'existe pas et nous sommes son peuple. Voilà. C'est ma définition à moi d'être juif et comme je l'ai dit souvent, je dénie à quiconque le droit de le juger. Voilà. Donc, non, je ne crois pas à la justice. Où Jacques Vergès doit prendre la parole et pendant 4 minutes, il ne peut pas. Vous savez, s'il y a un Dieu qui s'est exprimé à ce moment-là, ce n'est pas le Dieu des Juifs, c'est le Dieu des catholiques. Parce que ce que nous avons entendu sont les cloches de la cathédrale qui ont sonné. Et je vais vous dire, derrière les cloches de la cathédrale, il y avait un évêque extraordinaire. Il y avait le primat des Gaules, qui s'appelait De Courtrai. Et un jour, je lui ai posé la question, je lui ai dit, Monseigneur, écoutez, vraiment, parce qu'il était très impliqué dans le procès. Il nous a beaucoup aidés, on a accompli beaucoup de choses ensemble. Et d'ailleurs, ma plaidoirie, je l'ai écrite co-écrite avec un de ses conseillers. Donc, un jour, je lui ai posé la question. Après, je lui ai dit, mais dites-moi, c'est incroyable. Non, mais au moment où il se lève, ces cloches, etc., dites-moi. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'en plus, après, il y a eu un orage et le tonnerre extraordinaire. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Et je lui ai dit, mais il y a quelque chose derrière. C'est vous. Et il avait un regard extraordinaire. C'est que le visage de Courtrai, il était très sérieux en bas, il avait des yeux très rieurs. Et il m'a répondu avec un sourire. Voilà. Il m'a répondu avec un sourire et c'était la réponse. Chacun dans ce domaine, et c'est ça qui est merveilleux, c'est que chacun peut croire ce qu'il veut. Et ce qu'il croit, c'est bien. C'est bien. Ça lui fait du bien. Vous croyez qu'il y a là la main de Dieu, eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, je peux vous dire que c'était un moment extrêmement fort. Extrêmement fort. Si vous aviez dû plaider pour un personnage biblique, vous auriez choisi Moïse à qui Dieu demande de sacrifier son fils, ou Abraham, pardon, excusez-moi, à qui Dieu demande de sacrifier son fils, ou Moïse à qui Dieu refuse l'entrée en Israël? Vous savez, je suis un horrible blasphémateur. Dans ces deux affaires dont vous me parlez, qui a besoin d'un avocat? Ne serait-ce pas Dieu qui demande à un homme de lui faire offrande de son fils? C'est terrible. Et s'agissant de Moïse, après tout ce qu'il a fait, 40 ans dans le désert, sortir le peuple juif d'Égypte, recevoir l'étape de la loi, les donner au peuple, et au moment où il doit franchir, on lui dit non, tu n'iras pas. C'est terrible, c'est terrible. Donc moi, je vais vous dire, puisque vous me demandez si j'avais voulu défendre un personnage biblique, moi, je vais vous dire, c'est ni l'un ni l'autre. Moi,
j'aurais aimé défendre Caïn. J'aurais aimé défendre Caïn parce qu'il est l'auteur du premier crime de l'humanité. Et moi, je me vois bien plaider pour Caïn. Vous le voyez dans son chant quand Dieu lui dit « Mais où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère ?» C'est extraordinaire. Franchement, c'est une belle affaire à plaider, mais c'est un peu tard, je crois. Je peux vous demander si vous le croyez innocent ou coupable, ou vous ne me répondrez pas, vous me direz que ça ne me regarde écoutez, pas. Vous savez, de mes vieilles connaissances du Talmud Torah, c'est une question d'offrande et de jalousie. Finalement, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les histoires criminelles. Dans toutes les histoires criminelles. Et c'est bien dans cela que finalement, la Bible, et quand je parle de la Bible, moi je parle évidemment de l'Ancien Testament, c'est toute l'humanité. On y trouve, c'est un des plus beaux livres qui ait jamais été écrit, où on trouve tout, de l'amour, de la guerre, de l'humain, de l'inhumain, du sexe, il y a tout là-dedans. Moi je recommande, ça devrait être le best-seller, mais j'avoue que j'ai jamais réussi à lire le Nouveau Testament parce que franchement, je m'en kikine. Alors que l'Ancien Testament, là, il y a de la vie. Là, il y a de la vie. J'ai une dernière question. Est-ce que vous faites partie de ces juifs qui pensent que ces corolégionnaires ont toujours des circonstances atténuantes? Écoutez, je ne sais pas si vous avez écouté mes dernières interviews, comme vous dites, parce que votre question, c'est exactement le contraire. Vous savez, moi, je vais répondre, et certains de vos auditeurs sûrement ne seront pas d'accord avec moi, parce que Dieu sait si je me fais rabrouer lorsque je dis ça. Moi, comme synthèse, moi, je ne tire aucune fierté d'être juif. Je suis juif, point. C'est tout. Je ne vois pas matière à y tirer une quelconque fierté. Il n'y a pas de raison d'être fier. J'en suis heureux. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas choisi? Parce que vous êtes juif? Parce qu'il n'y a pas matière à fierté. Il n'y a pas matière à fierté. Je suis juif, point. Et je ne l'ai évidemment jamais caché. Je ne l'ai jamais revendiqué non plus. Je suis juif, point. Ceux que ça enquiquine, eh bien moi, je les emmerde. Voilà, pour dire les choses très clairement. C'est tout. Donc, non, je ne crois pas que je n'ai pas de circonstances atténuantes particulières. Et je vais vous dire, c'est exactement l'inverse. Je pense que ça nous oblige, au contraire. Ça nous oblige davantage. D'abord parce qu'on est une minorité et parce que si véritablement il y a un sens à tout ça, si effectivement le peuple juif est un peuple à part dans l'humanité, alors il doit être un exemple. Alors on n'a pas le droit. Et c'est pour ça que je souffre tant de voir cette délinquance notamment économique, dans certains. Je peux vous dire, j'ai été dans certains dossiers, ça m'arrache le cœur. Lorsque j'entends des services de police qui viennent dire « Ah bah oui, bah évidemment, ils sont encore partis en Israël, évidemment », et que je ne peux rien dire contre parce que malheureusement, c'est vrai. Parce que malheureusement, c'est vrai. Et que ce sont souvent des gens qui sont croyants, que ce sont souvent des gens qui viennent donner des leçons de judaïsme. Et alors là, je dis « Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vraiment. Vraiment. » Et là non, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Non, je pense qu'au contraire, je crois que nous avons, à l'égard de l'humanité, à l'égard de nos concitoyens, parce qu'effectivement, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes des néo-français, d'une certaine français, mais d'authentiques et de vrais français. Oui, nous avons un sens des responsabilités peut-être plus importantes que les autres. Alain Jakubowicz, merci. Je vais redonner la parole à Agathe qui va vous livrer les questions de nos spectateurs. Oui, merci Alain Jakubowicz. C'est passionnant. Et les questions aussi, d'ailleurs, sont très intéressantes. Une question de Michael qui vous demande que pensez-vous en fait du projet du garde des Sceaux, Dupond-Moretti, d'augmenter le nombre de procès filmés. Est-ce que ça vous paraît intéressant pour servir la justice? Écoutez, moi je remarque que nos concitoyens ne connaissent pas la justice française. Le procès Barbie a été admirable parce qu'il s'est tenu dans une salle, la salle des pas perdus du palais de justice de Lyon, immense, où des milliers de gens sont venus. Et ce que je vois avec beaucoup de souffrance, c'est que finalement, notamment les jeunes Français connaissent mieux la justice anglo-saxonne et notamment nord-américaine que la justice française grâce aux séries qu'ils regardent à la télévision sur Netflix. Et combien de jeunes voyons-nous comparaître devant des tribunaux en appelant un président votre honneur ou s'étonner qu'il n'y ait pas de marteau. Bon, ils ne comprennent rien à notre justice. Donc, moi, je souhaite, d'abord, j'invite les gens qui nous écoutent à aller dans les palais de justice. Alors, en ce moment, parce qu'effectivement, c'est un peu compliqué, mais d'aller aux audiences correctionnelles, pas seulement dans les grands procès, allez voir comment ça se passe. Allez voir comment se passent les comparutions immédiates. Allez voir comment se passe un procès. Allez dans les cours d'assises, c'est public. Allez-y, c'est absolument passionnant. Alors oui,
je pense que c'est une bonne idée, mais je pense qu'il faut un petit décalage de temps. Voilà, par exemple, le procès d'Aval, il n'avait aucune raison d'être filmé, selon moi, mais si la semaine prochaine, par exemple, on commençait à diffuser les audiences du procès d'Aval, moi, je n'y vois qu'avantage, parce que les gens verront combien c'est difficile, combien les choses ne sont pas aussi simples, que ça ne se passe pas comme sur BFM. En réalité, la parole des gens peut être fluctuante, que le témoignage humain est quelque chose d'absolument terrible, de merveilleux, mais en même temps de terrifiant. Donc oui, je pense que ça serait une bonne chose. Les gens se familiarisent avec le fonctionnement de l'institution judiciaire de notre pays. Alors, une question de Katia qui vous demande ce que vous pensez de la juge en charge du dossier de l'assassinat de Sarah Halimi. Mais j'imagine que la question est plus large sur le dossier en lui-même, lorsqu'elle refuse donc toute reconstitution qui aurait pu permettre de comprendre pourquoi les policiers ont reçu l'ordre de ne pas intervenir et sont restés aussi longtemps. Katia précise 50 minutes à entendre les cris de Sarah Halimi sans intervenir. Écoutez, je critique suffisamment ceux qui parlent de dossiers qu'ils ne connaissent pas pour ne pas me l'appliquer à moi-même. Donc, je ne ferai pas de commentaires sur un dossier que je connais comme vous, par la presse, qui m'a ému, bien sûr. Donc, sur la question précise de cette personne, pardon, je m'en excuse auprès d'elle, mais je n'ai pas d'avis parce que je ne connais pas le juge, je ne connais pas suffisamment le dossier pour me prononcer. En revanche, ce que je peux dire, c'est que j'ai été profondément heurté de ce combat qu'il a fallu mener pour reconnaître la dimension antisémite de cet horrible assassinat. Voilà, ça c'est cette trouille qu'ont parfois les institutions et certains magistrats à qualifier les choses en disant la mort de quelqu'un, ça suffit, voilà, elle est morte. Eh bien, le criminel va être jugé ou pas s'il ne peut pas pour des raisons psychiatriques. Mais non, c'est pas vrai. La dimension antisémite est une circonstance aggravante, d'abord reconnue par la loi, et on doit dire les choses, on doit nommer les choses, parce que ces victimes ont été choisies parce qu'elles étaient juives. C'est exactement comme si on disait que le malheureux Ilan Halimi a été choisi comme ça au hasard. Non, il n'a pas été choisi. Non, il n'a pas été choisi. Il a été choisi parce qu'il était juif. Et cette dimension-là, eh bien, moi qui parlais de mon amour pour la France et pour l'institution judiciaire, eh bien, la France et l'institution judiciaire doivent rendre à la communauté juive et à ses victimes et à l'ensemble des juifs cette réalité. Et pas seulement à l'ensemble des juifs, à la communauté nationale, bien sûr, parce que c'est une circonstance aggravante reconnue comme telle par le Code pénal. Très bien. Une question de Georges qui vous demande si vous regrettez de vous être porté partie civile contre Georges Bensoussan aux côtés du CCIF. Donc j'imagine que c'est une question assez récurrente depuis quelques années, mais voilà, vous êtes… Alors, je vais redire ce que j'ai dit depuis cette affaire. D'accord ? Georges Bensoussan est poursuivi non pas par des associations, mais par le procureur de la République. Le procureur de la République estime que les propos qu'il a tenus relèvent du tribunal correctionnel et doivent être jugés. D'accord ? À cette époque, je suis le président d'une association antiraciste. Les propos qui sont reprochés à M. Bensoussan sont des propos à caractère, à tort ou à raison, raciste. La question s'est posée au sein du bureau de la LICRA de savoir si nous devions ou non nous constituer partie civile dans ce dossier. Encore une fois, ne pas être à l'initiative des poursuites, mais d'être aux côtés du parquet, comme le parquet nous le demande souvent quand on plaide contre des racistes, contre des antisémites, nous demande d'être à ses côtés, et c'était le cas. J'ai ouvert un débat au sein du bureau de la LICRA. Et la question s'est posée, est-ce que le fait que M. Bensoussan était juif devait conduire la LICRA à ne pas se constituer partie civile ? Ça n'a pas été très long à apporter la réponse à cette question. Est-ce que les questions que posait M. Bensoussan, qui étaient des vraies questions, justifiaient qu'il comparait ? Ce n'est pas nous qui avons pris cette décision. Donc, il y a eu un vote. Alors, je sais que je porte cette responsabilité parce que j'étais le président de la LICRA. Et il y a eu un vote dans un bureau très complet où nous étions nombreux, où des voix pour, des voix contre se sont exprimées. Moi, j'avais une règle.
et merci de me donner l'occasion de le dire, c'est que j'avais une règle lorsque j'étais président de la LICRA, je ne prenais pas part au vote. Parce que je considérais qu'en tant que président, j'étais l'arbitre du vote de mon bureau, mais je ne prenais pas part au vote. De toute façon, aurais-je pris part au vote, de toute façon, ça ne changeait rien au résultat. La majorité des membres de l'exécutif de la LICRA ont estimé que la place de la LICRA était de se constituer partie civile. Point. Nous y avons été à notre place, posant des questions. Et d'ailleurs, lorsque M. Bensoussan a été relaxé par le tribunal correctionnel, qu'il y a eu un appel, la LICRA n'a pas suivi l'appel en considérant que ça suffisait. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de procès ad hominem contre M. Bensoussan. Il n'y a pas matière à tant d'acharnement. Il faut savoir ce que j'ai reçu comme tombereau d'insultes, etc. Très bien, je l'accepte volontiers, mais ce que j'accepte moins, c'est les critiques de la part de gens qui ne savent pas ce qui se passe, comment ça se passe et les circonstances dans lesquelles ça se passe. Notamment lorsqu'on a dit « vous étiez aux côtés du CCIF ». Non, on n'était pas aux côtés du CCIF. On a toujours combattu le CCIF. On a été les premiers à combattre le CCIF. Mais je vais vous dire, lorsque nous plaidons contre des racistes, est-ce qu'on doit faire le choix des partis civils qui sont à nos côtés? Ce n'est pas possible. Nous avons notre singularité. Voilà, c'est parfois très difficile, c'est parfois très douloureux. Je l'assume totalement. Je l'assume totalement. Et vraiment, je tiens à m'excuser auprès des gens que cela a pu heurter, mais au lieu de m'insulter et de m'envoyer des messages haineux et parfois de la part au sein de la communauté juive, hein, et parfois des menaces extrêmement violentes, ils se documentent. Ils m'appellent, ils m'envoient un mail, on parle, et ils verront que les choses ne sont pas aussi simples que cela. C'est terrible à la tête, vous savez. Et comme je me suis fixé comme règle de ne jamais répondre aux insultes sur les réseaux sociaux, eh bien les gens, peut-être y en a-t-il ce soir, j'espère que non, qui m'ont insulté, je ne leur ai pas répondu parce que je ne réponds jamais. Non, effectivement, il n'y en a pas. Il y a beaucoup de personnes qui vous remercient, mais qui continuent d'ailleurs à vous poser des questions. C'est effectivement passionnant. Dans la foulée de la question précédente, le concept de tenaille identitaire porté par le printemps républicain, qui aujourd'hui apparaît comme un constat, un diagnostic un peu inquiétant pour notre société. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est une question de Yann. Alors, je n'ai pas très bien compris la question, si vous pouvez me la Yann vous demande de préciser ce que vous pensez de la tenaille identitaire qui voilà, qui dans notre société, c'est-à-dire finalement cette tentation de voir et l'extrême gauche et l'extrême droite porter les mêmes messages finalement. Ah oui, non, mais vous savez, ça, c'est pas nouveau. On feint de s'en étonner. Vous savez, j'ai été parmi les premiers à plaider les dossiers de négationnisme. Vous savez, on a beaucoup parlé du négationnisme d'extrême droite, mais le père des négationnistes est d'extrême gauche. Vous savez, ce négationnisme, l'antisémitisme, a toujours existé à l'extrême gauche. Toujours. On feint de découvrir aujourd'hui le nouvel antisémitisme de l'extrême gauche, mais il n'a rien de nouveau. Il est vieux comme l'extrême gauche. On l'a toujours connu. Alors c'est vrai qu'à une époque, il a été plus facile de montrer l'extrême droite, notamment dans tous les procès que moi j'ai plaidés, notamment dans les profanations, dans le négationnisme. C'est vrai que j'ai beaucoup plus rencontré, à l'époque où j'ai plaidé, l'extrême droite que l'extrême gauche, mais ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Et aujourd'hui, on voit très bien une expression clairement antisémite venant certes d'une minorité, mais d'une minorité agissante, parce que ces minorités sont extrêmement agissantes, de l'extrême gauche ou d'une certaine mouvance des Verts, est une réalité sur fond d'un prétendu antisionisme qui aujourd'hui est un faux-né qui ne tient absolument plus. On voit très bien le spectre de l'antisémitisme derrière cette affirmation de l'antisionisme. Bien, ben écoutez, on ne va pas répondre à l'ensemble des questions parce qu'il y en a plein. Est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort, Maître Jakubowicz? Mais voilà, donc plein de petites... Je pense que la réponse ne surprendra personne. Je suis, parce que je suis juif, peut-être, et parce que je suis homme, bien sûr. Je ne pense pas qu'un seul juif
peut être favorable à la peine de mort. Il y a là un antagonisme, quelque chose qui est tellement contraire à l'âme juive, à l'histoire juive, à la culture juive, sans doute, je ne suis pas le mieux pour en parler, la religion juive. Je veux dire que c'est totalement antinomique. Il ne peut pas y avoir un juif sur terre qui soit favorable à la peine de mort. Mais excusez-moi, Maître Jakubowicz, il y a quand même les exceptions. On sait que l'État d'Israël a jugé Eichmann, a décidé de l'exécuter, de brûler son corps et de transférer ses cendres au-delà des eaux territoriales. Vous pensiez que ce n'était pas très juif? Joker. On finira là-dessus? Oui, on finit là-dessus en vous remerciant infiniment, Maître Alain Jakubowicz, d'avoir participé à ce rendez-vous, à cette première d'ailleurs du rendez-vous. Qui a été réussi grâce à vous, la journaliste de mauvaise foi que je suis peut le dire. Voilà, et vous pourrez rassurer votre maman en même temps. Exactement. Voilà. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Gad. On interviewera Radu Michaelanou pour Juif et cinéaste, le réalisateur de Va-vie et devient, La source des femmes, un type extraordinaire. Et vous pouvez, je le dis parce que Gad ne le dira pas, c'est normal, c'est chez lui. Le Centre communautaire de Paris est plus connu sous le nom de l'Écuche, fait énormément de choses pour vous apporter du contenu et faire en sorte que vous regardiez autre chose que 7 à 8 un dimanche soir sur Jonathan Daval et des images que vous avez vues 20 fois. Donc, vous pouvez faire un don, même des petits dons. Vous étiez 180 tout à l'heure participants à cette conférence. Vous pouvez aller sur le site de l'Écuge, faire un don, 5, 10 euros si ça vous a plu et surtout être avec nous la semaine prochaine. Tous les dimanches soirs, on se retrouvera pour Juifs et réalisateurs. C'est la semaine prochaine. Merci à vous. Merci à vous.